Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Bibasket. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de la période des transferts qui s'est ouverte en JP Elite. Alors, effectivement, la LNB, la Ligue nationale de basket, n'a pas encore décidé du sort de la saison 2019-2020, suspendue en raison de la crise du coronavirus, mais en coulisses, les équipes, les différents clubs s'activent déjà pour préparer la saison suivante. Alors, il y a quelques mouvements, quelques transferts qui ont déjà été annoncés. On s'active en coulisses. Il y en aura bientôt d'autres qui vont suivre dans les semaines qui viennent. Et on est ensemble aujourd'hui pour discuter un peu des mouvements qui ont déjà eu lieu et surtout de voir un peu comment les équipes, les clubs justement s'organisent pour recruter malgré l'incertitude liée à la crise du coronavirus et surtout la crise économique qui en découle. Pour en discuter avec nous, j'ai moi aussi procédé à un petit recrutement de premier choix. Les rédacteurs de Bibasket sont là pour en discuter. Gabriel, Vincent, Boris, salut les gars, ça va? Salut. Hello, ça va? Salut tout le monde. Et pour attaquer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander un peu parmi les quelques transferts qui ont déjà été annoncés, c'est quoi le meilleur coup qui a été réalisé pour l'instant sur le marché, Boris, par exemple, sans toi? C'est quoi le transfert le plus marquant de ce début de marché? Alors, marquant, je ne sais pas, mais en tout cas, celui que je trouve le plus intéressant, c'est sûrement le recrutement de Jean-Baptiste Maille à Strasbourg, puisqu'il sort vraiment d'une très très grosse saison. Il s'engage avec la SIC sur un contrat pluriannuel, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est assez intéressant de manière générale, hein. Cette espèce de travail à moyen terme des clubs, je trouve intéressant, mais je dirais Jean-Baptiste Maille. Et puis après, un petit cocorico, mais je note que par rapport à notre vidéo sur les joueurs de Pro B qui pourraient évoluer en Jeep Elite la saison prochaine. On en a déjà deux qu'on avait cités qui rejoignent des formations de Jeep Elite, à savoir Sylvain Francisco et Lucas Dussoulier. Donc voilà, on n'était pas complètement à côté de la plaque, visiblement. Juste pour préciser, Maï, ça n'a pas encore été officialisé par la SIG. Non, mais a priori, c'est dans les tuyaux et je pense que ça devrait se faire. Peut-être que Gabriel a des informations plus précises à ce niveau-là pour confirmer. Oui, alors j'ai pas j'ai pas la raison de la non-officialisation, mais il avait une clause en fait, Jean-Baptiste Maille, c'est-à-dire qu'il avait un contrat, il avait une clause pour partir dans un club européen sur la saison 2020-2021. Alors on ne sait pas qui va être européen, donc je pense que si c'est pas officiel aujourd'hui, c'est parce qu'ils attendent l'officialisation de la fin de saison 2019-2020. Mais il a signé 3 ans, comme Léopold Cavalière et Yanis Morin. Justement, on reste avec toi. Gab, pour toi, le meilleur coup de ce début de mercato, on va dire, ça a été réalisé par qui? Mais il y a cette cohérence. Et alors, il y a les prolongations. Je trouve que, par exemple, si on parlait pas de recrutement, mais je trouve que Limoges, le fait de continuer sur la lancée de la deuxième partie de saison, du moins depuis l'arrivée de Mehdi Mari, avec la prolongation d'une part de Ludovic Beyers, mais aussi la prolongation de Marcus Guignard, c'est très bien. Et dans le même sens, Strasbourg, alors on va en parler plus tard, mais c'était un recrutement pas si difficile, mais le fait d'arriver complètement en cycle renouveau et de partir avec un axe 1-5 qui à la fois est déjà compétitif, à la fois a une marge de progression, à la fois se connaît déjà, je trouve ça très bien. Axe 5, parce qu'on le rappelle, avec Jean-Baptiste Maille, il y a aussi Yanis Morin, son comparse de Chalon-Reims, qui, lui a signé, c'est officiel, à Strasbourg pour 3 ans. C'est ça. Oui, voilà, c'est Et ça. Donc, justement, on a l'impression en ce début de période des transferts que c'est surtout vers les joueurs français, les joueurs formés localement que le marché s'est tourné. Vincent, c'est aussi ton analyse pour l'instant. Les clubs vont d'abord chercher à assurer une base de joueurs français pour la saison prochaine. bah, j'ai l'impression, c'est vrai qu'il y a Strasbourg, j'aime beaucoup ce que fait Strasbourg, on en a déjà beaucoup parlé, on va y revenir. Il y a aussi Limoges hein, avec Ludovic Beerst qui a prolongé. Je pense qu'il y a une volonté déjà, puisqu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, l'ouverture des frontières, est-ce que ce sera pour septembre, août. Je pense qu'il y a une incertitude de ce côté-là qui fait que forcément les clubs ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Donc l'assurance et le côté le plus simple, c'est de prendre les joueurs français, les JFL. On construit un peu la base avec ça, où on prolonge. Je pense à Michino aussi qui a dû avoir une belle revalorisation à Levallois après des bonnes saisons. Je pense que c'est vraiment la base et je pense qu'on voit aussi des contrats assez longs. Voilà, les trois qui ont signé à Strasbourg, c'est 3 ans.
Et je pense qu'il y a une volonté de lisser peut-être, bon, on va y revenir aussi, mais les salaires, bah voilà, si on signe 3 ans, un joueur va peut-être accepter de toucher un peu moins que s'il signe un contrat d'1 an, mais parce qu'il va avoir un contrat plus long et il est sécurisé pendant plus longtemps. Je pense que c'est une des stratégies que les clubs adoptent et Strasbourg en priorité en tout cas. Mais c'est pas risqué de se positionner aussitôt sur le marché de transfert alors que vous l'avez tous dit, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la saison prochaine. Est-ce qu'il ne faut pas temporiser, attendre un peu plutôt? Ben, pas sur les JFL. Justement, les clubs qui ont signé des joueurs, c'est des clubs qui ont besoin de JFL. Nanterre avait Isaiah Cordigné et Damien Bouquet sous contrat. Jean-Marc Pansat, là, il va avoir une interview qui va être publiée sur Bibasket, qui a été publiée sur Bibasket vendredi, où il parle de son intérêt de rester en Pro B. Donc lui, s'il est sous contrat, il ne sera pas à Nanterre la saison prochaine. Pareil, Anthony De Silva. Donc, eux, ils avaient 2 JFL et encore à voir si Isaiah Cordigné reste parce qu'il a un an de contrat, mais c'est quelqu'un qui va être courtisé. Ils avaient besoin de sécuriser une base et après, ils se donneront le temps de voir ce qui va se passer par rapport aux étrangers. Pareil, Strasbourg, eux, ils avaient un seul joueur sous contrat, c'est Sommet Miem. Donc, s'ils se retrouvent à attendre et que pendant ce temps, d'autres clubs font le choix, eux, de signer des joueurs, ils n'auront plus de JFL. Et là, ils vont mettre complètement en difficulté leur projet sportif sur la saison prochaine si d'autres prennent le choix de signer des joueurs. Donc, ce qui se passe, c'est que les joueurs qui ont déjà des JFL sous contrat, comme Le Mans par exemple, où ils en ont 4 ou 5 si on compte Kenny Baptiste qui revient de près de Quimper, ils ne bougent pas. Ils ont leur base et ils n'ont pas besoin de s'activer. Ils attendront pour les étrangers. Ceux qui ont personne ont signé des joueurs. Est-ce que justement de voir des clubs, on va dire, un UP prestigieux avec peut-être un peu plus de moyens aussi, comme Strasbourg, Limoges, se positionner de manière forte sur les meilleurs JFL disponibles en début de marché. Est-ce que cette course JFL, ça ne va pas aussi se faire au détriment des équipes un peu moins bien loties et accentuer l'écart peut-être de niveau à la reprise la saison prochaine? Oui et non, parce que le JFL de qualité, on va dire, a toujours été une valeur difficile à trouver, ou en tout cas à des tarifs abordables. La différence, elle existe déjà, à mon sens, hein, entre les grosses équipes et les équipes de calibre intermédiaire ou inférieur. Mais malgré tout, on voit que même des petites équipes essayent de prolonger les joueurs qui leur conviennent et qui sont toujours dans leurs effectifs. Boulazac, par exemple, a prolongé Kevin Harley, même s'il sort d'une saison en demi-teinte, on va dire, parce que ça reste un joueur relativement jeune, en quel il croit, en quel le club croit. Et du coup, malgré tout, tout le monde essaye de réaliser des choses intéressantes. Donc, forcément, les clubs les plus UP ont plus de possibilités, mais tout le monde est un petit peu sur le coup pour se renforcer et construire justement cette base pour derrière aller chercher peut-être des joueurs américains avec un peu plus de risques dans le recrutement, quitte à faire des ajustements en cours de saison. Il reste beaucoup de JFL, hein, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clubs qui ont déjà leurs joueurs sous contrat. Je pense, si on compte l'Asvel, par exemple, l'Asvel, ils ont leur JFL sous contrat. Les clubs intermédiaires, ça y est, arrivent à avoir suffisamment de JFL. Enfin, du coup, la base, on va dire, légale de JFL, du nombre de JFL, Strasbourg, Limoges, Nanterre, ces clubs intermédiaires-là ont. Et puis après, il reste quand même beaucoup de JFL sur le marché, puisque il y a des JFL qui montent de Pro B, on en a parlé. Donc voilà, chacun fait une stratégie comme il l'entend, avec des jeunes, avec des joueurs qui font venir de Pro B, avec des joueurs peut-être qui vont relancer du niveau supérieur. Par exemple, on pourrait imaginer qu'un Amine Noua pourrait être prêté dans un club de niveau intermédiaire. En tout cas, il y a des clubs qui pourraient tenter de se le faire prêter, etc. etc. Mais il y en a beaucoup sur le marché, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a la génération 2001 notamment qui arrive sur le marché prête à jouer en LNB. Et là, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Et justement, si on parle de cette base de joueurs formés localement, que sont constitués plusieurs clubs, Vincent, quel club te semble le mieux armé sur justement au niveau de cette base de JFL? Bon, le mieux armé, le plus intéressant. Comme a dit Gabriel dès le début, c'est vrai que ce que fait Strasbourg, moi ça me plaît beaucoup. Des joueurs qui ont fait une belle saison l'année dernière et qui vont avoir enfin un peu de stabilité, je pense, notamment pour Yanis Morin, hein, signé un contrat de 3 ans, ça fait un moment qu'il attend de se poser si longtemps dans un club. Je pense que pour moi, ce que fait Strasbourg, c'est de ce côté-là, c'est la meilleure base JFL, en tout cas si on parle de recrutement. Après,
voilà, Le Mans, les JFL, ils en ont pas besoin parce qu'ils ont Antoine Eito, Thierry Tarpey, Mathieu Bigot, Valentin Bigot, pardon, Jacques Aminguet et Mathieu Gauzin qui sont déjà sous contrat, donc ils ont largement de quoi faire. Ou la SL aussi, hein, avec Dio, Cahudi, Livio Jean-Charles, ils ont vraiment ce qu'il faut en termes de JFL. Donc, il y a des clubs qui ne sont pas actifs sur les JFL, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas besoin. Donc, en termes de recrutement Strasbourg, en termes après, il y a des équipes qui ont déjà leur base. Et voilà, la base du Mans, même si elle a été assez décevante cette saison, reste quand même de bons joueurs. Il y a un club qui a fait un tout petit peu différemment là en ce début de période de recrutement, c'est Rouen. Un petit peu. Alors, Rouen qui n'a toujours pas officialisé ses contrats parce que justement en raison de l'incertitude, il préfère attendre de savoir ce qui va se passer, notamment s'ils se maintiennent en JP Elite. Mais ils étaient très bien partis pour annoncer la signature de 2 rookies américains. Boris, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de Rouen? Pour le coup, on retrouve Jean-Denis Choulet dans les stratégies qu'il utilisait sur les époques où il avait des budgets relativement modestes, époque Roanne notamment. Et là, c'est clairement la même chose, hein. Il va être dans une équipe où il ne va pas avoir une masse salariale très importante. Il tente des coups. Je pense que ce soit Rowe ou Pearson, c'est des mecs en qui il croit beaucoup, qui ont probablement un gros potentiel à ses yeux, et il veut pas qu'il lui file sous le nez. Donc il fait son recrutement étranger tôt. Il avait déjà fait un peu la même chose aussi à Chalon-sur-Saône l'année qui avait suivi le titre, avec beaucoup de recrues très rapides. Ça n'avait pas été payant cette année-là, mais il s'était vraiment activé. Voilà, là, je pense que c'est des joueurs en qui il croit beaucoup. Il a eu les opportunités, probablement à des tarifs relativement abordables, donc il saute dessus pour pas les laisser passer. En plus, c'est des joueurs qui sont totalement dans son style. Donc voilà, c'est des paris. Difficile de jauger le niveau de performance de ces joueurs-là l'an prochain, mais en revanche, ça peut être détonnant si ça fonctionne. Tu parlais du rapport qualité-prix, justement, il a répondu. On sait que Jean-Denis Choulet est assez friand des réactions en commentaire sur les articles de Bibasket, et à un moment, il a répondu à un commentaire d'un internaute qui s'étonnait d'une recrue américaine aussitôt, et puis il lui a répondu, je crois que c'était sur Jackson Rowe, il lui a répondu que le rapport qualité-prix, c'est le meilleur rapport qualité-prix, peu importe la période. Donc je pense que, comme tu dis, il croit beaucoup en ses recrues et en ses paris. Pour le reste du marché, les joueurs étrangers, les Américains notamment, Gabriel, va falloir attendre que ça se décante, de savoir quelle sera la situation des clubs l'année prochaine, les Coupes d'Europe, la situation globale du marché. Oui, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et du coup, il n'y a pas beaucoup de négociations. Alors, autant sur le marché des JFL, il y a eu des signatures et ça discute hein, dans les coulisses. Autant j'ai pas mal de gens qui me disent, que ce soit des joueurs, des coachs, des agents, des dirigeants avec qui j'ai pu discuter, qui me disent qu'il n'y a pas du tout d'échange pour l'instant sur les joueurs étrangers. Alors, de temps en temps, il y a des coups de fil pour s'enseigner, de penser qu'est-ce que tu penses de ce joueur et éventuellement est-ce qu'il serait intéressé par tel projet, etc. Mais ça ne va jamais bien loin. Donc, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de signatures. Il y en a 2-3, même au niveau européen. Quand on regarde dans les autres ligues, on voit un peu en Euroleague, on voit Nick Calates, les 2-3 plus grands noms qui vraiment vont être des joueurs qui sont à disputer. Mais dans les niveaux intermédiaires, là, il y a eu Taylor Smith de Nanterre. Et on est presque surpris quand on voit une signature comme ça, puisque il n'y en a quasiment pas au quotidien sur tout le marché européen, quoi. Et après, au final, les seuls joueurs étrangers qu'on a vu re-signer, c'est plutôt des profils de joueurs Bosman qui étaient déjà dans le championnat de France, type Alilovic, Patrick Oda, qui sont des mecs qui, alors je ne connais pas leur situation personnelle, je ne sais pas s'ils sont rentrés dans leur pays ou s'ils sont encore en France, mais en tout cas qui étaient déjà des joueurs du championnat français et qui n'ont pas forcément la complexité de revenir avec les États-Unis. Donc, c'est les autres profils qui, aujourd'hui, ont déjà signé parce que c'est plus simple de se projeter avec eux et on a des garanties sur leur niveau par rapport à ce qu'ils ont proposé sur les saisons passées. Et justement, Alilovic, je suis surpris qu'aucun d'entre vous m'en ait encore parlé. On parle du meilleur marqueur de la saison qui vient de 2019-2020, qui a quitté Orléans donc, pour rejoindre Boulogne-le-Valois. Boulogne-le-Valois qui a aussi prolongé David Michino, qui a annoncé un nouveau coach.
Est-ce que ça va être, malgré la crise, des moyens importants pour les métropolitains? C'est une politique de recrutement ambitieuse? Bah, si tu m'avais Euh, posé la question, je t'aurais répondu à Lilovic d'émission. Ouais, pour moi, c'est quand même la grosse signature de ce début de mercato pour moi. Et puis, en plus, ça s'ajoute au fait que, bah, y a toujours Shikoko qui est sous contrat. Ça fait quand même une raquette assez impressionnante et qui peut faire peur. Et puis, bah, la prolongation de David Michino. En fait, j'ai l'impression, on parle de Levallois, je vais te laisser parler aussi, Gabriel, sur Levallois, mais qu'il y a peut-être plus de prolongations que d'habitude, notamment Limoges qui a prolongé pas mal de joueurs aussi, et que cette stabilité, bah, ça peut être quelque chose de positif pour le championnat de France. Je ne sais pas si ça va se généraliser un peu à tous les clubs, ce fait de garder un peu un noyau dur de l'effectif de l'année dernière, mais ce que fait Limoges dans ce sens, je trouve ça plutôt pas mal et on a besoin de ça dans le championnat de France, un peu de stabilité en tout cas. Mais c'est ce qui était demandé pendant longtemps et donc très vite les métropolitains semblaient aller dans cette directive. On a vu quand même Shikoko signer 4 ans, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup, sachant qu'il n'est pas encore très vieux, qu'il a encore une marge de progression, qu'il pouvait peut-être potentiellement se tourner vers des championnats plus rémunérateurs. Mais bon, c'est ce qu'il a fait. Après, la stabilité, on l'a vu, ça va, ça vient, parce que des fois, il y a des conflits internes qui font que ça change. Moi, Halilovic, j'attends de voir. C'est un très bon joueur de basket, il n'y a rien à dire, c'est un bon mec. Voilà. Pour moi, c'est plus un stretch 5 qu'un 4. Donc, il y aura peut-être des associations évidemment avec Shikoko, mais je le vois plus en 5-4 qu'en 4-5. Voilà, ça dépendra du 4-3. Et puis surtout, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est la signature du coach. Alors, peut-être que ça va fonctionner, mais Juric Watch, ça, bon, excusez-moi pour la Non, prononciation, mais c'est pas tu très vois, bon. moi j'ai contourné, j'ai pas osé, j'ai dit ils ont annoncé un nouveau coach, je me suis dit je les laisse se démerder sur le nom. Parfait. En en tout cas, il n'a pas un parcours de coach déjà. C'est pas un bâtisseur. Il a fait jamais plus de 2 ans dans un club. Il n'a pas beaucoup de résultats qui ont été bons, un petit palmarès. Bon, du moins, il a gagné un peu en Slovénie, mais ça reste un petit championnat. Voilà. C'était un très grand joueur. Et des fois, on se dit c'était un très grand joueur. C'est un ex-Yougoslave. Il est dur, ça va fonctionner. Moi, j'ai l'impression qu'en France, quand on fait venir un coach de l'étranger, on fait venir un grand nom qui est sur une dynamique négative et ça marche rarement. Le contre-exemple, c'est Zvezdan Mitrovic. Il est arrivé en se disant, bon, ben, il avait gagné en Ukraine, on ne le connaissait pas et ça fonctionne bien. Et voilà, par contre, Yanakis, Vizocevic, tous ces coachs-là, sur cette pente descendante, ça n'a pas fonctionné. Il faut s'adapter au championnat, il faut s'adapter aux dirigeants, il faut s'adapter aux contraintes locales, il faut s'adapter au profil des joueurs. Et d'ailleurs, tous ces coachs-là, derrière, n'ont pas forcément réussi non plus. Là, honnêtement, on a qu'à faire à quelqu'un qui est quand même qualifié de sanguin. J'ai eu des retours internes de joueurs qui l'ont eu plutôt, ils n'étaient pas forcément très fans sur la partie basket notamment. Et donc, le jeu de la Slovénie, moi je me rappelle la Slovénie notamment à l'Eurobasket 2015, c'était pas bon du tout. Voilà. Maintenant, ça peut marcher, c'est peut-être ce dont il avait besoin. Je pense qu'Alain Weiss connaît quand même le basket, donc s'il a estimé que c'était une bonne chose. Mais bon, voilà. Franchement, honnêtement, je ne parierais pas sur une très grosse réussite. Maintenant, ça peut, on verra ce que dira l'avenir, quoi. Moi, j'espère juste que Toran Green aura un contrat en JP Elite l'an prochain pour qu'il puisse se faire la bise à la fin du match. Mais c'est un peu Toran. décevant. On pourrait avoir des coachs qui viennent, plutôt que d'avoir dans ces profils-là, des coachs qui viennent d'une division inférieure. Je pense que par exemple, un coach qui était bon en BCL dans un contexte qui n'est pas la Liga NDSA, qui n'est pas la BBL, pourrait être sollicité par des clubs français. Non, on va chercher des noms en fait qui marquent parce que on fait jamais venir des coachs qui sont sur la pente ascendante de l'étranger. Il y a donc Mitrovic en contre-exemple. Chez les filles, par exemple, Thibaut Petit au BLMA, c'était un peu ça. Je ne savais pas qui c'était. On l'a fait venir comme coach du championnat belge pour être assistant. Puis ensuite, il a pris la place et ça fonctionne sur la partie basket. Voilà. Et c'est un peu pareil au niveau des coachs français, hein. Pareil, on fait venir des anciens noms, mais on ne va pas faire venir un mec qui a vraiment cartonné en National 1. On ne va pas le faire venir en JP Elite. Et voilà. Donc, il faut que Mehdi Mari, par exemple, qui était coach des
fois, et il faut qu'il aille en Suisse, et puis finalement qu'il revienne comme assistant. Et là, il devient légitime pour passer coach numéro 1. Mais Limoges ne se disait pas, tiens, il est légitime tout de suite parce qu'il n'a pas occupé une fonction suffisante pour pouvoir coacher Limoges. Et je trouve que c'est dommage, on devrait regarder plus les compétences, mais c'est difficile à jauger par contre pour un coach. Pour revenir aux joueurs, les gars, concernant la saison prochaine, on sait qu'il y aura probablement, certainement même des budgets en baisse, peut-être des masses salariales contraintes. Est-ce que on va devoir s'organiser avec peut-être moins de joueurs pro dans chaque effectif? Est-ce que c'est, selon vous, une chance pour les jeunes joueurs français, justement? Est-ce que ça va être l'occasion pour eux d'obtenir plus de temps de jeu, une place dans l'effectif qu'ils n'auraient peut-être pas eu en temps normal? Ouais, bon, on Moi, espère en tout cas à chaque vas-y. fois. Pardon, Boris. C'est vrai que quand on avait Vas-y. fait la vidéo sur les trophées de Jeep Elite et qu'on avait essayé de lister un petit peu les jeunes, bah, voilà, la liste est souvent limitée en quantité, on va dire. Il y a des bonnes nouvelles hein, avec Hugo Benitez qui a signé un contrat pareil assez long jusqu'en 2023. À Il y a tout Bourg-en-Bresse. à Bourg-en-Bresse exactement. Donc on espère en tout cas que ça va permettre aux équipes de lancer leurs jeunes. Je pense que Gabriel, on a parlé un peu de Strasbourg avec SOM Miem et puis apparemment il y aurait peut-être un cinquième contrat JFL en préparation et je laisse la parole à Gabriel là-dessus. Oui, alors oui, donc, on parle de Jason Chikambo qui pourrait passer professionnel, mais c'est un peu le cas de beaucoup de clubs. On pourrait retrouver un peu euh, ce, ce qu'on voyait, pas forcément avec les jeunes, hein, mais dans les années 2000, c'est-à-dire 8 vrais contrats pro. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, ils sont dans l'imagination que la saison reprenne à peu près normalement, du moins qu'il y ait les mêmes prestations, le même nombre de matchs, euh, même nombre de matchs télévisés, le nombre de prestations pour les VIP, etc. Et donc une baisse de budget de 30-35%. C'est un peu ce qui est dit comme ça. Bien sûr, ça nécessite d'être mieux analysé et ça sera sans doute changeant en fonction des formules qui seront choisies. Donc, qui dit moins 30-35%, il n'y aura pas moins 30-35% en masse salariale parce que déjà la DNCG sera peut-être plus conciliante et les clubs vont peut-être quand même garder une certaine masse salariale. Donc, on peut imaginer peut-être moins 25% sur la masse salariale. Mais ils vont raccourcir la longueur de l'effectif, passer à 8-9 pros confirmés, plus des jeunes. Et pour comme ça, les gros contrats resteront peut-être à moins 10, moins 15%. Jean-Baptiste Maille, c'est un petit peu ça. Je ne vais pas donner les chiffres de son salaire là, mais c'est un peu ça qu'il a eu par rapport à ceux qui pensaient avoir en cours de saison au vu de sa saison. Donc, on est dans cette optique-là avec des jeunes qui vont toucher 40, 50 000 euros, qui vont être responsabilisés en 9 dixièmes hommes. Donc, on parlait du Mans avec Mathieu Gauzin. Kenny Baptiste a dit qu'il allait être rapatrié. Donc, ça peut être par exemple les 9 et 10e au Mans. À Strasbourg, ça peut être aussi dans le même ordre d'idée, Jason Chikambu et Sommet Miem. Et un peu partout, on se retrouverait avec ce schéma-là. Boris, est-ce que toi, il y a des jeunes justement que tu sens prêts pour passer professionnel, pour on va dire exploser un peu, profiter de cette situation pour prendre une vraie place dans un effectif? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, je trouve ça très bien de lancer des jeunes et j'en suis un fervent défenseur. Je pense juste que, il ne faut pas lancer des jeunes pour les lancer. Il faut les lancer s'ils ont le niveau pour donner des minutes et avoir un certain impact. Effectivement, Gabriel, si tu es Mathieu Gauzin, c'est typiquement la typologie de joueur qui doit pouvoir profiter de ce contexte-là parce que c'est un joueur qui a déjà montré des choses et dont on attend une confirmation au niveau professionnel. Je ne sais pas quel sera son avenir, il ne sera peut-être pas à Cholet, mais Carlton Dimanche, c'est la même chose, c'est des joueurs qui ont un potentiel et dont on attend quelque chose. Après, il y aura probablement des jeunes qui seront ajoutés à des rotations, mais avec lesquels il faudra rester patient. Si à Cholet, effectivement, un Makoundou, un Robinho font partie de la Oui, rotation professionnelle, je ne suis pas convaincu qu'ils puissent donner plus que quelques minutes pour faire souffler. Il ne faudra pas non plus en attendre un impact énorme. Gérald Ayayi, peut-être à Pau aussi, qui est dans une situation délicate d'un point de vue financier, pourra peut-être faire le bout du banc, mais faudra être patient avec ces joueurs-là. Et comme on en discutait dans des vidéos précédentes, ne pas se dire que si dès l'an prochain, ils explosent pas, c'est qu'ils ne sont pas au niveau, mais simplement se dire que sur ceux qui sont sur une première expérience professionnelle, il faudra être patient. pour Cholet, juste j'ajoute pour Cholet, normalement, ce qui est prévu de plusieurs informations que j'ai eues, c'est qu'ils veulent faire passer le contrat professionnel Johan Makoundou et Hugo Rubino.
Hugo Robinho qui occuperait le poste de meneur derrière un meneur américain du type Michael Stockton. Yohan Makoundou, ça reste à voir aussi, mais pourrait être dans le groupe pro dans la raquette. Par contre, Carlton Dimanche, ça reste à voir. Est-ce qu'il serait prêté ou est-ce qu'il serait basculé au poste 2? Voilà, Herman Cutter semble plus fan à l'instant T d'Hugo Robinho que Carlton Dimanche. Mais voilà, on aurait typiquement 2 jeunes dans la rotation à Cholet, ce qui est logique d'ailleurs au vu des résultats qu'ils ont en espoir et des joueurs qu'ils ont. Vincent, est-ce que toi, tu as des noms des jeunes comme ça que tu surveilles? On peut parler peut-être de Lucas Bourri, qui pourrait revenir après sa saison à Blois, qui devrait être rapatrié à Gravelines-Dunkerque. Est-ce qu'il va être conservé ou reprêté? Je pense que la logique voudrait plutôt qu'il soit conservé et qu'il, pareil, comme disait Gabriel, fasse partie de la rotation et qu'il ait des minutes à donner en rotation. Et je pense que je suis assez curieux de savoir ce qu'il pourrait donner sur un vrai rôle, sur un vrai spot dans les 10 quoi, du BCM Gravelines. Eh bien, merci messieurs, merci pour votre participation de qualité à ce débat justement sur les transferts. Prochain rendez-vous, ce sera l'Assemblée générale de la LNB fin mai pour a priori statuer sur la fin de saison, comment la finir. Peut-être que les transferts pourraient s'accélérer, peut-être que ça permettrait au club d'y voir plus clair. Voilà, on se retrouve très vite sur cette chaîne et sur le site Bibasket, évidemment, au quotidien pour les news transferts, pour suivre tous les mouvements en JP Elite, en Pro B, en NM1, chez les filles. Tout ça, c'est sur le site. Bonne fin de journée à tous. Salut les gars. À très vite. Merci. Salut. À bientôt. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.